On va faire un peu de sociologie de base. Tous autant que nous sommes dans notre comportement quotidien, nous cherchons à être le plus incertain possible. Parce que plus nous sommes incertains, c'est-à-dire plus nous sommes imprévisibles, et moins ceux avec qui nous interagissons peuvent nous contrôler. Plus nous sommes incertains et plus nous gardons de marge de liberté. Sauf que si vous êtes incertain, c'est-à-dire si les autres ne savent pas du tout ce que vous allez faire, pas du tout où est la limite de ce que vous pouvez faire, eh bien, on ne peut pas vous faire confiance. Votre propre incertitude est la condition de votre liberté, mais elle empêche les autres de vous faire confiance. Je vais vous donner le référentiel d'un livre qui vous en dira beaucoup plus long que moi là-dessus. C'est le livre du malheureusement disparu Roland Barthes, qui est un linguiste. Vous lisez les fragments du discours amoureux et vous verrez ce que c'est que la culture de l'incertitude dans le comportement amoureux pour y garder une marge de liberté. Et ce qui veut donc dire que si l'on veut travailler en confiance, avoir une relation de confiance, il va falloir accepter de réduire l'incertitude de son comportement. Comment réduit-on l'incertitude du comportement ? En définissant dans la relation, qu'elle soit de travail ou ailleurs d'ailleurs, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et comment le définit-on ? On le définit par des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est ce que moi j'oppose aux règles écrites, c'est effectivement la connaissance par les acteurs concernés de ce qui est admissible et de ce qui ne l'est pas dans leur relation et de la sanction qu'entraînera la transgression de ces règles du jeu. Permettez-moi brièvement d'en prendre un rapide exemple qui va vous faire sourire. Regardez la vie familiale. Regardez le père, la mère et les enfants. Enfin, nous ne sommes pas des naïfs. Entre un mari et une femme, enfin, je ne sais pas comment vous vivez, mais bon, entre un mari et une femme, le mari sait ce qui est acceptable pour sa femme et la femme sait ce qui est acceptable pour son mari. Ils n'en ont pas discuté forcément de façon ouverte, ils le sentent, ils le savent. De la même façon que pour les enfants savent ce qui est acceptable pour leurs parents et les parents savent ce qui est acceptable pour les enfants. C'est ça les règles du jeu et pourtant, je suis sûr que peu nombreux sont ceux d'entre vous dans cette salle qui ont affiché sur la porte d'entrée de l'appartement le process de la vie familiale. Voilà. Et pourtant, vous avez des règles du jeu qui vous permettent votre vie familiale harmonieuse et collective sans vous être cru pour ça obligé de générer un process en affichant le process global sur la porte d'entrée, le process d'utilisation de la salle de bain, le process d'utilisation de la cuisine, le process d'utilisation de la télé, etc. Si vous essayez de faire ça, vos mômes vont vous demander si vous n'êtes pas un peu fou. Et alors, ils vont vous demander ça dans la vie de famille, et bien dans l'entreprise, c'est pareil. Ceux qui subissent tout ça se demandent si ceux qui émettent ça ne sont pas un peu fous. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que l'on peut parvenir à l'élaboration de règles du jeu sans que cela nécessite que tout soit écrit, que tout soit codifié, mais ça va être la condition pour que les acteurs se fassent confiance. Je vais vous en prendre un petit exemple pour vous montrer maintenant ce que ça donne dans l'entreprise. Il y a quelques années de ça, 2-3 ans, il y a 2 grosses entreprises que je ne citerai pas bien sûr, du secteur énergétique en France qui ont fusionné. L'une venait du secteur public, l'autre du secteur marchand. Et le PDG de la plus grosse des deux me demande de faire ce que l'on appelle pompeusement dans les entreprises un audit culturel. C'est-à-dire comparer les pratiques pour voir si la culture, comme on dit quand on en a plein à la bouche, différente de ces 2 organisations pouvait amener un échec de cette fusion. Soit. Donc, je regarde les pratiques de ces 2 organisations et je trouve un point de différence extraordinaire qui était lié à la relation à la décision. Dans l'entreprise A, celle qui venait du secteur public, quand une décision était prise, elle était relativement acceptée et elle était mise en œuvre. Système de discipline. Dans l'entreprise B, une décision constituait une bonne base de discussion. Si vous mettez les 2 ensemble, vous allez avoir des ennuis. Donc, j'avais dit à cette entreprise, attention, les premiers risques que vous avez, c'est au niveau de votre COMEX, parce que si vous mettez ensemble dans un COMEX des gens qui ont une pratique aussi différente de la décision, par définition, dès que vous aurez défini les territoires de chacun, puisqu'on se croit obligé de définir des territoires, l'entreprise A, les anciens de l'entreprise A vont les respecter et les anciens de l'entreprise B vont essayer de bouffer le territoire des anciens de l'entreprise A.
Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Non pas définir les territoires de façon très précise, mais fixer les règles du jeu, du fonctionnement collectif, c'est-à-dire ce qui est acceptable et pas acceptable entre les membres du COMEX. Ce que d'ailleurs ils firent, et ça n'a pas trop mal marché. Donc, vous voyez, on peut essayer dans une organisation, celle qui pratique le mieux ça, c'est probablement, alors peut-être qu'elle est représentée ici, j'en sais rien d'ailleurs, c'est Cisco, du moins Cisco à l'intérieur, enfin moi je parle de Cisco aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est pour Cisco en France. Et il y a un deuxième point sur lequel je voudrais essayer de terminer, qui est la création de communautés d'intérêt. Parce que vous voyez, aujourd'hui, comme j'ai essayé de vous le dire, on est passé à des organisations beaucoup plus basées sur la coopération qu'elles ne l'étaient précédemment. Et en même temps, la coopération est quelque chose de très dur. Donc, les acteurs y sont réticents. C'est pour ça que l'on met en place des systèmes coercitifs. La question qui se trouve posée, c'est est-ce que l'on ne peut pas trouver des modes collaboratifs qui ne seraient pas basés sur la coercition? Or, vous allez observer que quelquefois, même nos systèmes comptables sont contradictoires avec cela, puisque vous observerez que nous avons des systèmes, c'est d'ailleurs un paradoxe extraordinaire qui nous permet de relever tout ce qui est la segmentation de nos organisations, c'est que les systèmes comptables, ça relève d'une logique et la coopération d'une autre logique, et personne ne fait le lien entre les deux. Mais nos systèmes comptables sont basés sur le repérage de tout ce qui relève de l'individuel, c'est-à-dire le résultat des individus, le résultat de tel business unit, etc., etc. Eh bien, ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, qui dans certaines entreprises c'était déjà apparu depuis un moment, mais ce que l'on voit se généraliser de plus en plus, ce sont ces systèmes, je vais prendre un seul exemple, que l'on appelle du multiple counting, c'est-à-dire qui consiste à dire ne vous battez pas pour savoir si l'un a 20% du contrat, l'autre a 30% du contrat, l'autre a 10% du contrat, etc. Partons de l'idée que chacun a 100% du contrat et donc non seulement vous avez intérêt à travailler ensemble, mais vous avez intérêt à amener le plus de gens autour de la table pour accroître la part du gâteau. Ici, vous sortez des jeux concurrentiels, durs, confrontationnels, comme on dirait chez L'Oréal, pour entrer dans des jeux gagnant-gagnant dans lesquels vous pouvez créer de la communauté d'intérêt au lieu de créer de l'absolue compétition d'intérêt. Qu'est-ce que l'on va tirer de tout cela? On va tirer de tout cela que si elles en restent où elles en sont aujourd'hui, nos entreprises sont mal parties. Et que finalement, elles vont avoir à souffrir beaucoup avant d'être capables d'inverser le mouvement coercitif qu'elles ont mis en place et qu'elles ne contrôlent plus. En même temps, ce que l'on peut observer, et il n'y a pas besoin d'aller simplement chez Cisco pour l'observer, ceux qui liront ce livre verront qu'un des exemples d'une situation et d'une relation de confiance les plus élaborés qui m'a été donné d'étudier, c'est par exemple la relation de la Poste avec ses facteurs, qui est un système d'une originalité extrême. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans la Silicon Valley, regarder fonctionner. Quand même, c'est le seul système, la Poste et les facteurs, dans laquelle, sans que personne ne moufte, on appelle le client celui qui ne paie pas. C'est un système absolument extraordinaire, puisqu'on appelle le client celui qui reçoit la lettre, alors que c'est justement celui qui ne paie pas. Celui qui paie, c'est celui qui envoie la lettre. Et de cette définition du client, je ne peux pas rentrer dans le détail, découle toute une relation de confiance qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, voilà, ça vous explique une chose, c'est qu'il y a, même si aujourd'hui nos entreprises vont dans le mur à travers ce que j'ai appelé le trio infernal, il y a moyen de faire différemment. La question, c'est d'arriver au moment où les entreprises se trouveront dans l'obligation de faire différemment, mais ça explique que le dernier mot de ce livre, c'est le mot espoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.